Madame, Monsieur, bienvenue au débat sur Camille 24. Nous allons parler aujourd'hui du projet du code pénal camerounais qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelques jours au sein du corps social et même au sein du landerneau politique. Il est désuet et il fallait l'adapter au contexte actuel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement camerounais, par le truchement du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Laurent Esso, a entrepris le toiletter quelque peu. Pour ce faire, il a été soumis aux parlementaires depuis vendredi dernier, une démarche qui n'a pas été appréciée par les membres du barreau camerounais qui ont siégé en fin de semaine autour de Maître Nye Kamga, président de l'Ordre national des avocats, pour dénoncer ce qu'il a appelé le mépris du gouvernement. Comment peut-on comprendre la démarche gouvernementale? Qu'est-ce qui va fondamentalement changer? Nous allons en parler dans un instant. Nous allons aussi nous intéresser aux naufragés de la Méditerranée. Le sujet est choquant. Plus de 9500 hommes, femmes et enfants sont morts en tentant de rejoindre l'Europe depuis 2014 à partir de la Libye. Pour la seule année 2016, ce chiffre atteindrait les 2500 personnes. Une situation favorisée ces derniers mois avec la fin de l'hiver et le retour d'une mer plus calme. À qui la faute? Comment comprendre? Comment faire pour mettre un terme à ces drames? Pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Thierry Ndifen, qui est secrétaire national en charge des affaires juridiques au CPP. Bonjour et bienvenue sur Camille 24. Merci, c'est moi qui vous remercie d'avoir associé le CPP à travers ma modeste personne à votre réflexion de cet après-midi. Vous aurez en face de vous cet après-midi justement pour ce débat Edouard Yetian, qu'on ne présente plus, très connu des téléspectateurs de cette chaîne. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par ailleurs syndicaliste dans le domaine des transports. Bienvenue et déjà bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à Monsieur Fifen, bonjour à vos très nombreux... Difen, ok. Et bonjour à vos très nombreux téléspectateurs. Avec vous, nous allons peut-être aborder un tant soit peu l'incident d'il y a quelques jours à la gendarmerie de Mbopi. C'est un fait déplorable. C'est invraisemblable, on est un pays en guerre et puis toute une garnison se fait menacer par un individu venu d'on ne sait où, non identifié, dit-on gardé à vue sans respecter aucune règle de garde à vue. Moi, je pense qu'il faut que le ministre de la Défense ne s'en tienne pas qu'à ce rapport lapidaire, laconique fait par le commandant de la Légion Gendarmerie, qui lui-même, dans sa déclaration à la presse, a été un peu flou, c'est imprécis tout ce qu'il a dit. C'est vrai que tantôt on parle d'un gendarme, tantôt un garde à vue qui se sera rendu coupable d'un acte peut-être de vol. Du côté de Marché Mbopi, un marché qui justement où situé à quelques encablures de la gendarmerie en question. Comment il y a véritablement un gros flou à ce niveau. Comment ne pas dire exactement ce qui s'est passé au Cameroun? J'avoue qu'à 19 h, le marché Mbopi ne fonctionne plus. Et dire que c'est un voleur que des équipes mobiles ont récupéré et ont placé à la brigade, la suite, c'est un flou total. Non, je dis que j'ai peur pour notre ville parce que le trop de calme ici, on est quand même à un peu plus de 2000 km de la zone du théâtre des combats contre le Boko Haram. Si c'est ce qui endort nos hommes armés chargés de nous protéger, au point qu'il manque le moindre réflexe pour maîtriser quelqu'un en armes, c'est incroyable. Je me demande pourquoi on l'a abattu. On aurait tout fait pour l'arrêter, pour récupérer les informations. Maintenant qu'on l'a exécuté, je dirais sommairement, pour cacher les informations, moi je suis curieux de savoir pourquoi on ne l'a pas arrêté. Voilà. Monsieur Difen, vous êtes également fait de cette information. Vous avez un commentaire Oui, bon, nous marquons juste notre surprise de la façon dont cet événement particulier et bien d'autres a été géré par les camarades de M. Yetouan qui sont aux affaires. Tant sur le plan opérationnel, lui déplore la façon dont ça a été mené, que sur le plan communicationnel. Rien n'explique qu'à ce jour, nous n'ayons pas une version précise, claire du gouvernement pour nous dire effectivement ce qui s'est passé et pour rassurer l'opinion publique nationale et internationale. Donc, je ne vais pas me risquer, justement, vous voyez que c'est un peu compliqué les faits.
La presse a rapporté un faisceau d'éléments qui concordaient vers un gendarme qui aurait été révoqué, etc. Tandis que le rapport présenté par le ministre de la Défense parle plutôt d'un individu qui serait placé en garde à vue et qui aurait dérapé. Donc, nous, dans tout ça, nous citoyens, nous sommes pas rassurés et nous souhaitons que le gouvernement fasse la lumière sur cette affaire pour rassurer tout le monde afin que les esprits se calment. En même temps, je répondrai peut-être qu'à la place de M. Edouard Yetian, les hommes en tenue ne sont pas nécessairement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est le bord politique de la Défense. De M. Yetian. Maintenant que vous reprécisez peut-être vos propos, on va évoluer. Mais c'est également à vous, Madame, Monsieur, de nous avoir fait une fois de plus d'honneur d'être des nôtres en notre compagnie pour ce débat. Retrouvons-nous dans un instant pour la suite. Je le disais encore il y a quelques secondes, les élus ou les parlementaires ont pris connaissance depuis le 13 juin dernier du projet de loi relatif à l'actualisation du code pénal camerounais, constitué aujourd'hui de 370 articles, déjà 59. Il s'agit de le moderniser afin de le rendre conforme au nouveau code de procédure pénale. Monsieur Ndifen, peut-on dire qu'elle en était temps? Il est indéniable que le code pénal qui est encore en vigueur date pour le premier livre de 1967, pour le second de 1969. Il était évidemment temps qu'il y ait un code pénal qui réponde aux aspirations actuelles. Oui. Ça, c'est sûr. Maintenant, ce qui nous inquiète et qui nous amène à nous interroger avec les autres catégories d'acteurs, notamment l'ordre des avocats que vous avez cité tout à l'heure, et avant eux, la presse, notamment, depuis mardi dernier, c'est la méthode cavalière avec laquelle nous allons y revenir. Oui. Mais il faut quand même que nos concitoyens qui nous regardent sachent que c'est le gouvernement qui fixe l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que en se réunissant mardi, non, pas mardi, le 2 juin, oui, jusqu'au 5, j'ai parlé avec des députés qui ne savaient pas quel serait l'ordre du jour de cette session de juin et quels seraient les textes de loi qui pourraient être soumis à leur discussion. Donc c'est vraiment dommage et on va revenir tout à l'heure de façon détaillée pour voir effectivement ce que nous pensons à ce projet de loi. En même temps, les membres du groupe parlementaire RDPC, les députés RDPC ont d'ailleurs été réunis pour parler des autres sujets qui n'avaient aucunement trait au sujet qui avait été abordé par le très honorable Cavaillé Guédibril à l'ouverture de la session du mois de juin. Ils ont parlé de la grippe aviaire alors que le président de l'Assemblée nationale parlait tout le monde sait, du problème de Camerco. Entre autres, M. Edouard Yetian, on ne va pas aborder justement, ou on ne va pas prendre M. Ndifen dans son jeu. On va continuer avec le sujet posé sur la table du débat. Est-ce qu'il était temps, ou est-ce qu'on peut s'amuser à dire que mieux vaut tard que jamais? Mais, vous savez que nous avons signé des conventions internationales et certains traités qui obligeaient que nous actualisions notre code pénal. Ce ne sont pas les premières. Ne serait-ce que pour cela. Donc, c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. C'est le gouvernement qui propose à l'Assemblée les textes. Vous comprenez? Oui. Sauf si les amis de M. Ndifen veulent dénier au gouvernement la compétence à proposer des textes. Maintenant, il peut ne pas aller dans le sens que eux ils souhaitent. C'est aussi ça. Mais à l'arrivée, on a interrogé d'éminents juristes, des avocats, tous membres de l'ordre des avocats du Cameroun, qui ont réagi positivement pour certains, d'autres avec des réserves. C'est donc dit qu'on est en train de travailler sur le texte, en sortira quelque chose de digeste pour tout le monde. Maintenant, ceux qui émettent des peurs pour certaines dispositions, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher ne doit pas avoir peur des textes. Vous vous rappelez de la loi anticriminalité, là, antiterroriste, des gens avaient tempêté pour rien. Vous comprenez, on a des magistrats bien formés qui savent faire la différence
entre un voleur et à la tire. Et en même temps, peut-être, ce tapage aurait poussé le gouvernement à ralentir peut-être ses élans par rapport à cela. Avec votre permission, on va, vu que vous avez commencé à parler justement de cela, je l'ai souligné il y a quelque peu, le projet de loi justement qui a été soumis à l'attention des parlementaires assemblés, peut-être ne pas faire l'objet d'un véritable débat entre les parties concernées, un passage en force qui n'a pas été apprécié par les membres du barreau qui ont siégé en fin de semaine autour de Maître Francis Niekamga, président de l'Ordre national des avocats, pour dénoncer ce qu'il a appelé le mépris du gouvernement. Comment peut-on comprendre cette démarche gouvernementale, M. Diffen? Justement, ça me permet aussi, votre question me permet de rebondir sur ce que M. Yechan dit. Yechan dit. En effet, il ne s'agit pas de discuter le texte dans le fond, pour l'instant. Toutes les réserves, pour l'instant, qui sont émises dans la plupart des cas, portent sur la forme. Parce que justement, les avocats sont juristes, savent très bien que c'est la forme qui conditionne le fond. Ça veut dire que si la forme est biaisée, si la forme est corrompue, le fond ne sera pas bon. C'est pour ça qu'on appelle justement, pour un texte aussi important qui régule les libertés dans un pays, de se mettre autour d'une table pour trouver un consensus. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir un texte qui sert à la légalité indéniable, mais n'a pas la légitimité et ne remportera pas l'assentiment des populations. En plus, quand vous parlez de la loi antiterroriste, si vous allez sur le terrain, vous allez constater qu'il y a beaucoup de gens qui payent des frais de cette loi-là. Il y a une confusion énorme en ce qui concerne notamment nous, les acteurs politiques, et la société civile. Bon, vous faites vos manifestations et vos réunions sans qu'ils soient réprimés, mais ce n'est pas le cas pour nous. Et généralement, ce sont ces infractions-là qui nous sont collées. Parce que la loi antiterroriste, justement, dans son article 2, a fait du terrorisme un fourre-tout. Et dont la définition, l'incrimination n'est pas claire et nette. Et c'est ça, la peur de cette confusion-là, et c'est matérialisé sur le terrain. Donc, ce n'est pas encore un problème de fond. C'est sûr qu'on peut en discuter. Ça dépend des sensibilités, des idéologies, etc. Quelques éléments qui ont été mais nous sommes en train de abordés justement pour parler. Nous sommes justement en train de dire, comme vous posiez la question tout à l'heure à cet effet, que le gouvernement aurait dû utiliser une méthodologie plus inclusive, consensuelle, afin que ce texte-là, cet avant-projet qui se matérialise en projet, nous ne daignons pas au président de la République sa capacité ou bien son droit, comme le consacre la Constitution, à faire des projets de loi. Malheureusement, les députés ne peuvent pas faire des propositions parce que le RDPC, même à l'intérieur du RDPC, les bloque systématiquement. Mais nous disons que ce type de projet, qui concerne notamment la répression des délits, des crimes, des contraventions, doit faire l'objet d'un consensus politico-social pour pouvoir emporter l'assentiment de tout le monde et être sûr que le texte sera reçu sans crainte, sans préjugés et sans que, en garantissant les intérêts de tout le monde. Donc voilà ce que nous disons pour l'instant. D'accord. Monsieur Edouard Hitton, on a écouté également quelques personnes proches et même le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Laurent Esso, qui a souligné que l'ordre des avocats avait été consulté il y a une dizaine d'années. Pourquoi n'avoir pas voulu, une fois de plus, opérer une autre consultation? Parce qu'en temps, beaucoup de choses ont évolué, ce ne sont pas les mêmes membres qui étaient là, qui étaient au barreau. Et même les avocats ont été... Et même le projet. Pourquoi pas? La classe a été chamboulée, il faut le souligner. Pourquoi n'avoir pas intégré, une fois de plus, l'Ordre national des avocats? Pourquoi avoir tenté ce passage en force? Je ne sais pas où est le passage en force. Parce que M. Diffen disait tout à l'heure que la loi antiterroriste, les partis politiques en subissent. Mais vous en subissez à quel niveau? Quand vous décidez d'utiliser des stratagèmes pour contourner le système déclaratif de manifestation, c'est déclaratif, certes, mais vous êtes devenus des experts en tromperie. C'est-à-dire, ce que vous déclarez n'est pas ce que vous faites. Et nous, on ne peut pas laisser que vous installiez le bordel partout. On ne va pas laisser que vous allumiez le feu pour ensuite chercher des pompiers pour éteindre. Je vous rappelle que lors de la COP 21 à Paris, un pays où il y a de la discipline, il y a tout pour la sécurité, ceux qui ont tenté de ne pas respecter l'état d'urgence
ont vu ce qu'on leur a fait. Au-delà, il y a même l'euro qui nous a montré Comprenez, des images vous avez vu suffisamment- l'euro. Donc, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous ne pouvez pas craindre les textes. C'est des textes écrits par des hommes pour les hommes. Mais comme vous, dans vos têtes, là, vous les gens qui voulez foutre le désordre Cameroun, vous êtes tout le temps en train de dire le texte de Cameroun sont mauvais. Dites-moi qui est-ce qui a été inquiété par les textes Alors un antiterroristes. peu au-delà, M. Etienne, pourquoi le ministre de la Justice n'a pas, une fois de plus, c'était ma question première, consulté le barreau et d'autres des autres acteurs. parties, hein, tous des autres parties Et les impliquées dans OPJ, le processus, Attendez. et le GICAM, et les journalistes pour la barreau, dépénalisation le des barreau. presse, il y a un tas de choses. Le barreau ressemble En réalité, il aujourd'hui. n'y a pas que le barreau. hein. Non. Il y a la C'est- liberté, c'est- il y a je les voudrais journalistes, dire quelque il y a chose. la liberté Le de la barreau Les presse. officiers de aujourd'hui- police judiciaire qui S'il vous sont plaît. chargés D'accord. Le d'appliquer barreau ces textes. aujourd'hui, Allez-y, monsieur Etienne, le permettez-moi barreau juste. aujourd'hui, le barreau aujourd'hui ressemble à un groupe de pression. Nous savons que ce barreau est traversé par des courants divers, habillés de coloration politique qui Non, disent monsieur pas Yechouan. leur nom. S'il vous Monsieur plaît. Ndifen, permettez. Alors, Oui, allez-y. le gouvernement, sachant tout cela, a dit avoir consulté depuis une dizaine d'années tout ce beau monde-là qui vit et qui reste membre du barreau. Et je vous ai dit tout à l'heure, j'ai entendu des avocats camerounais, membres du barreau, apprécier chacun à sa manière les avancées de... En tout cas, on va les examiner. On va examiner Oui, quelques oui. aspects tout à Donc, l'heure. Donc, pour moi, Oui, oui. si vous vouliez que on se mette devant le barreau, d'ailleurs, ils ont dit qu'il fallait qu'on leur donne ce projet-là, que c'est eux qui le mettent au point. Non. Non, en Mais- réalité, Vous déformez J'ai les suivi- propos. Attendez. Non, non, j'ai nous suivi- avons lu le Non, mémorandum s'il du vous- non, non, bâtonnier s'il vous plaît, et le s'il vous- communiqué du S'il vous bâtonnier. plaît. il y a quand même J'ai des pas le écoutes cas. qui ont été, J'ai rendues écouté publiques. un avocat ce jour dire que on aurait dû. Le barreau parle pas des organes. Quand même, Je euh, Le dis barreau que a des organes. cet avocat Oui, est mais qui ne de ce représente barreau. pas le barreau. Oui, Le c'est barreau pas un a problème. des organes, Mais monsieur ce qu'il dit- Yechouan. Ce qui dit Quand est même. révélateur. Monsieur Yechouan, vous Des êtes courants syndicaliste. qui Est-ce que dans traversent- votre syndicat, il suffit qu'un de vos membres se lève, dise quelque chose que ça engage le syndicat? Non. Ah ben, Moi, ce- je suis c'est envoyé, un je suis membre- mandaté par mon parti Ce- ici, et Ouais. ce que je vais dire engage mon parti. D'accord, c'est Mais compris, un monsieur militant Diffel. Oui. lambda On ne finit peut pas avec se vous, lever monsieur. pour parler au nom de notre Vous, parti. votre parti C'est comme pèse ça. combien dans l'échiquier politique? Non, j'étais Pour en que- train, L'année écoutez, politique. Non, j'étais monsieur Diffel. c'est cela, parce que vous Monsieur dites... Diffel. Allez-y, j'étais monsieur. en train, Finissez, oui, finissez. oui. Vraiment, parce que je voulais juste souligner le caractère organisationnel. Quand on dit consulter le barreau, il ne s'agit pas des individus. Moi, j'ai les deux premiers avant-projets de ce texte qui sont différents du projet qui a finalement été introduit à l'Assemblée nationale. Oui, Donc, c'est si vrai. au moins, j'ai deux. Et Oui. depuis Ce que qui je est suis vrai, d'ailleurs, entré à hein. l'université, on parle du projet du code pénal, du projet du code de la famille. Tout ça, c'est déjà bouclé. Mhm. Donc, quand on les introduit, c'est déjà suranné. Parce qu'on devait les introduire il y a 10 ans. Mhm. Entre-temps, on a ratifié d'autres tests, comme vous disiez, Au-delà et des les conventions qui évolutions, ont ratifiées, il y a également la beaucoup de société choses a qui évoluent en même évolué, temps, les oui. cybercriminalités et tout ça, ça ne D'accord. prend pas en compte. Donc, c'est des tests qu'on devait introduire il y a 10 ans et ça aurait été bien pour ce temps-là. Mais pour l'instant, le projet qui a été introduit là, on n'a pas consulté les corps sociaux, les syndicats, C'est les compris, journalistes, monsieur les partis Diffel. C'est compris, politiques, monsieur les Diffel. avocats, le GICAM, Monsieur Etienne, etc. oui, Monsieur Etienne, on sait quand même que les principes de la bonne gouvernance auraient commandé une consultation préalable de toutes ces forces. C'est la moindre des choses. Il y a les journalistes qui sont concernés par le Beaucoup. code pénal en étude. Il y a également, on va même parler de cet aspect, il y a la mendicité qui a également été Bon, ça existait reprimée, déjà. sanctionnée. On Ça a a allé au-delà. aggravé. En même temps, il y a beaucoup d'autres aspects qui ont été. Il y a même le phénomène là d'autres. Donc, même les chefs traditionnels comme Devait vous être auraient été, il aurait consulté. été judicieux quand même que l'on vous consulte en temps soit peu. Bien sûr. Ben, j'ai l'impression que vous aimez le folklore. Vous vouliez un grand forum où des gens viennent, on bavarde au bout d'une semaine et après, on arrive au même Vous nom. rappelez quand même que le Premier ministre, pour ce qui est du code électoral, avait consulté les forces vives. Cela n'avait pas fait l'objet d'une grande baisse en même temps. Oui, mais je dis donc que ce document qui est placé à l'appréciation de nos parlementaires a connu une large consultation. Une large consultation, pas nécessairement des groupes organisés comme les Non, barreaux c'est- et tout ça. Une large consultation, et il en sortira quelque chose de digeste. Vous verrez. Monsieur Nous, on Yechouan, veut le bien- débat n'est pas là. Le débat n'est pas là. Nous disons juste On va un peu que pour évoluer, hein. crédibiliser le texte, Il aurait fallu faire cette mettre quand même conception. sur la Maintenant,
Maintenant, cette concertation, c'est une chose. La prise en compte des propositions venant de ces concertations, ça en est une autre. Et nous sommes habitués, justement, vous avez évoqué le code électoral, on avait consulté les partis politiques, les journalistes, etc., mais rien n'avait été pris en compte. Bon, au moins, il faut faire semblant, si vous souhaitez, pour permettre quand même de montrer qu'on est dans une gouvernance participative et de ne pas gouverner de façon brusque et hautaine, comme vous le faites tout le temps. Voilà, c'est compris. Vous avez dit ce que vous aviez à dire à ce sujet. Et selon nos informations, madame, monsieur, 2 dispositions nouvelles seront intégrées dans le livre 1 relatif à la loi pénale. Il s'agit de l'institution de la responsabilité pénale des personnes morales et l'adoption des peines alternatives et celles d'emprisonnement et d'amende. Le livre 2, quant à lui, traite des crimes, délits et contraventions et en particulier le code électoral, la loi sur l'état civil avec la répression désormais équitable de l'infidélité des époux et des épouses, celle portant protection du patrimoine culturel et naturel national, celle régissant les archives, celle relative à la cybercriminalité, à la cybersécurité et celle relative au sceau de l'État et au sceau public. Quelques conventions internationales ratifiées par le Cameroun entreront aussi dans le nouveau code pénal en examen. Il s'agit de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, celle relative aux droits de l'enfant et celle des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme, et celle des actes uniformes OHADA portant sur le droit des affaires. Une grosse batterie de mesures en somme. Monsieur Diffène, qu'est-ce qui a manqué justement à l'appel d'après vous? Parce que ça, vous vouliez me poser cette question, je vous la pose. La filouterie des loyers, ça m'a marqué parce que ça résume cette disposition-là. Au-delà des aspects qui ont été ajoutés, selon vous, qu'est-ce qui a manqué à ces quelques qu'est-ce qui a manqué à cette disposition? Bon, on reviendra sur les innovations de ce code. Je vais vous dire que je ne peux pas me lancer sur ce terrain-là parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on aurait peut-être voulu voir. Moi, j'aurais bien voulu que peut-être qu'il y ait une disposition pénale pour sanctionner les lourdeurs administratives et judiciaires, par exemple, qui crée beaucoup de torts. C'est vrai qu'on a dit qu'il y a la non-exécution des décisions de justice, mais pour qu'on en arrive à la décision de justice, il y a des agents, des personnels de la justice, partant des magistrats aux greffiers, aux avocats, qui prennent des libertés avec les procédures qui peuvent durer plusieurs années et parfois inutilement. Donc peut-être j'aurais bien voulu voir ça, mais il y a plein de choses comme ça à l'intérieur. Mais avant peut-être que de revenir là, je voulais quand même dire aux gens qui nous regardent, à nos concitoyens, que nous sommes sur la même longueur d'onde que le barreau et d'autres acteurs. Il faut que cette loi soit retirée et relue. Maintenant, après, on va faire des commentaires sur le fond. Mais nous pensons que pour une bonne gouvernance, il faut que cette loi soit retirée et qu'un avant-projet consensuel soit élaboré pour envoyer à l'Assemblée nationale. Vous avez quelque peu embrayé sur ce que nous voulions dire, mais c'était dans le cadre de maintenant, de façon plus on détaillée. entre dans le fond, avec votre permission. Monsieur Etienne, vous avez écouté quelques éléments qui ont été portés à l'attention des téléspectateurs. Vous qui êtes peut-être chef traditionnel et qui êtes au fait d'un certain nombre de réalités au quotidien, aux côtés de vos administrés, vous aurez souhaité qu'on y mette quelque chose qui n'a pas été pris en compte par le ministre de la Justice, garde des Sceaux? Bon, ben, pour n'avoir pas lu le texte, c'est sûr qu'il y a des choses qu'il aurait bien fallu mettre dans ce document. Mais je dis que ceux qui l'ont conçu, c'est des Camerounais. Ils ont une grande expérience de ces choses. Ils savent les problèmes qu'il y a. Et je crois qu'ils ne vont pas oublier d'y apporter des solutions. Comprenez? Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que pour n'avoir pas participé à la rédaction d'un texte, le texte est mauvais. D'accord. Laissez que le texte sorte. Oui, il y a des avancées. Il y a, par exemple, indéniable, j'ai écouté des avocats de tout bord qui ont dit des choses bien. Mais c'est curieux quand même que l'ordre s'inscrit en donneur de leçons et dit... L'ordre parle de la forme. Et de ce qu'il faut retirer. Bien sûr, parce que la forme corrompt. Ont-ils les moyens de faire retirer ce texte-là? Bien sûr.
Les Camerounais, Attendez quand voir. vous dites les moyens, Attendez quand vous voir. dites les moyens, vous parlez de quoi? Du plaidoyer. Quand Monsieur vous- Diffen, voilà. je reviendrai à vous tout à Quand vous l'heure. dites les moyens, il s'agit du plaidoyer, du lobbying, et il serait sage pour le gouvernement de le faire. Ce En n'est tout pas cas, une on est en train question d'aborder de... un aspect que je n'ai ce pas n'est pas posé la sur la table. force. Je l'aurai abordé tout à l'heure, en tout cas avant la fin de cette première partie. Il y a quelques avancées. Il y a par exemple l'infidélité des époux qui sera désormais, ou la répression de l'infidélité entre époux et épouses qui devient subitement, qui serait équitable. Non, pas tout à fait. Par exemple, on parle... Est-ce que vous pouvez lire l'incrimination? Vous verrez que ce n'est pas tout à fait ça. Pour la femme, on dit si elle... Malheureusement, je n'ai pas le projet de loi Ok, devant moi. moi je l'ai de oui, mémoire. allez-y. Pour la femme, si elle a des rapports, ça reste le même texte. Si elle a des rapports sexuels avec un autre homme que son mari. Pour l'homme, on dit s'il a des rapports sexuels avec d'autres femmes. C'est le pluriel. C'est très subtil. Et vous allez voir dans l'application que tout ça va ressortir. C'est très subtil et ce n'est pas fait au hasard. Cela peut pas... être avec une autre si femme. c'est une autre femme, ce n'est c'est pas encore tolérable l'adultère. peut-être. Ouais. Mais si c'est d'autres femmes, dont le pluriel, au moins deux en montant, donc il y a toujours une inéquité dans ce sens-là qui va contre les conventions internationales par rapport à toutes les formes de discrimination faites aux femmes. Oui. Donc il y a tout ça. Si vous voulez, vous lisez l'incrimination. Pour l'homme, on précise d'autres femmes. Ça a toujours été cela. Justement, donc il n'y a pas d'avancée. On constate l'adultère de l'homme quand c'est avec plus d'une femme. Voilà. Quand c'est une femme, il n'y a pas d'adultère. Quand c'est au-delà de son épouse en même temps. En plus de son épouse. Plus d'une femme. Plus d'une femme. C'est d'autres femmes. Donc ce n'est pas une avancée significative. On a également noté qu'il y a la dot qui a été quelque peu sanctionnée. On dit que la dot excessive sera désormais sanctionnée. C'est quand même... Parce que on sait quand même qu'il y a beaucoup de choses qui étaient à l'origine de l'union libre. Non, mais ce n'est pas tout à fait comme ça que c'est libellé. C'est pas que la dot sera sanctionnée. Mais en même temps, on n'est pas en train de relire le code pénal. On n'est pas en train de relire le code pénal. Puisqu'on doit informer ceux qui nous... On parle d'une exigence. On prend juste quelques aspects. Abusive ou excessive de la dot. Justement, c'est pour ça qu'on parle... il ne s'agit pas d'éliminer la dot. On a un chef traditionnel. On a parlé de excessive. On parle de dot Moi, excessive. je suis d'avis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu se marier à cause de cette dot excessive. Je suis d'avis qu'il faille débarrasser la dot de l'aspect avilissant. Il y a un aspect avilissant. Il y en a qui se comportent comme s'ils vendaient une marchandise, une chèvre, vous comprenez. C'est des aspects que quelqu'un de moderne ne peut pas accepter. Hein? Et puis, dans les us, c'est que la dot, c'est vraiment... C'est symbolique. On marque l'attachement, l'envie de prendre la fille d'une famille et on peut mettre... On n'écrit jamais le montant de la dot. Non. On n'écrit pas. De pas vous donner des millions, on dit que cadeau symbolique, c'est tout. Ça marque votre attachement, votre envie d'épouser une fille d'une famille. Alors, est-ce que cela aura une répercussion sur ce qu'on a constaté depuis quelques années? On parle de plus en plus d'union libre, le viand reste, comme on l'appelle vulgairement. Est-ce qu'avec cette disposition-là, les choses pourraient quelque peu changer? Non, je crois que les gens extrapolent pour rien. Voilà, vous comprenez? pas ça. Quand deux personnes décident d'être ensemble, leur souci, c'est de résoudre leurs problèmes quotidiens. La femme se bat d'un côté, l'homme de l'autre, et ils essayent de voir comment avancer ensemble. Oui. Le reste, ce n'est pas important. C'est quand ils pensent qu'ils peuvent donner une fête à leur niveau qu'ils disent, bon, allons devant les parents. On a toujours remarqué que tel n'a pas été le cas dans des familles. Il y a des gens qui n'ont pas pu se marier justement à cause de l'excessivité de cette dot-là. Oui, je veux dire que ce n'est pas la seule raison. C'est vrai qu'entre autres, il y a quand même des endroits de notre pays où effectivement la dot est un obstacle à cette union-là, c'est vrai. Et nous sortons de quelque part, donc c'est nos us et coutumes, nous ne pouvons pas les balayer d'un revers de la main. Oui. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les gens ne se marient pas. Juste il y a plusieurs autres raisons. Et donc nous espérons quand même qu'au moins pour ça, ça permettra à ce que les uns et les autres reviennent
à des justes proportions pour que la dot garde son aspect symbolique qu'il a toujours, voilà, qu'elle a toujours eu. Il y a également d'autres aspects qui ont été pas abordés dans la relecture de ce projet de ce projet du code pénal. On note par exemple que l'homosexualité, le délit de presse n'ont pas connu une modification, ni dans la qualification de l'infraction, ni dans la sanction. Alors qu'on se souvient justement que le sujet de la dépénalisation des délits de presse avait alimenté les chroniques, ou alimente d'ailleurs les chroniques depuis plus d'une dizaine d'années pour exiger, comme je le soulignais, sa dépénalisation, mais cela n'a pas semblé intéresser les pouvoirs publics ou le pouvoir en place. Monsieur Etienne, est-ce qu'on devrait emprisonner un journaliste, par exemple, qui se serait rendu coupable de certains faits, ou de par ses écrits, ou de par ce qu'il dit? Bien sûr, s'il choisit délibérément de porter atteinte à l'honorabilité de quelqu'un, des mensonges, il doit répondre. Ce n'est pas parce que tu es journaliste que tu vas te lever, dire que monsieur tel est voleur, il a ceci, cela. S'il est établi que tu as menti, tu réponds de tes actes. Parce que c'est même une sorte de barbarie de la plume, ça. Comment quelqu'un peut s'enfermer dans son bureau, écrire des faussetés, et puis qu'on le laisse parce qu'il a le titre de journaliste. Le journaliste n'est pas un sauf-conduit, c'est pas dire que tu es un super-homme pouvant insulter n'importe qui comme tu veux, quand tu veux et n'importe comment, non. Il faut... En réalité, les journalistes de vrai n'insulteront pas les gens comme ils veulent et comme ils l'entendent. Eh ben voilà. En même temps. Je vais revenir dessus, mais je veux aussi ajouter à votre panoplie des dispositions qui n'ont pas été touchées, les infractions liées aux libertés publiques. Donc les infractions sur les manifestations, sur les réunions sont toujours présentes et ça nous inquiète. Nous aurions souhaité que le Cameroun arrime justement à ce code pénal. C'est vrai que le code pénal, c'est un droit de souveraineté. Ça veut dire que vous pouvez ratifier une convention internationale, mais ne pas l'intégrer dans votre code pénal nécessairement, parce que le code pénal, c'est vraiment un droit de souveraineté. Si c'était le cas, si on était obligé, vous verrez bien que l'homosexualité devait être dépénalisée avec le protocole de Maputo, par exemple. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que nous aurions souhaité que les délits de presse, les infractions liées aux manifestations et réunions publiques soient soustraits de ce texte pour permettre qu'on avance. Quand on dit ça, M. Yetian, ça veut dire qu'il y a des mesures d'accompagnement. Ça veut dire que nous n'exercerons que de vrais journalistes. Pas des tireurs à gages, pas des snipers. Et à ce moment-là, la profession va se réguler et il y a plusieurs autres alternatives en termes de sanctions que d'envoyer un journaliste en prison pour avoir fait son travail. Moi, je pense. Et la majorité des personnes que vous décrivez là ne sont pas des journalistes. Et c'est des personnes qui sont tapies dans ces professions, comme dans d'autres. En tout cas, on a l'habitude de dire chez nous que les faits sont sacrés, les commentaires sont divers. Moi, toujours est-il que l'article 305 sur la diffamation consiste à dire qu'est puni d'un emprisonnement de 6 à 6 mois et d'une amende de 5 000 à 2 millions de francs CFA ou l'une des autres pannes. Voilà, je vais retrouver justement les dispositions. Voilà. Est puni d'emprisonnement de 6 jours à 6 mois et d'une amende de 5 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par l'un des moyens prévus à l'article 152, porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve. De même, l'outrage du président de la République au corps constitué reste sévèrement puni par la loi, ce qui démontre en réalité que on est resté toujours accumulé dans ces dispositions qui protègent quelques personnalités. Encore que ce sont les amis de M. Chang qui créent les journaux, et les font disparaître quand... Pas toujours. Monsieur quand les Etienne, services sont rendus. Monsieur Etienne, oui, allez-y, monsieur. Monsieur Ndjifen tantôt exprimait la crainte des hommes politiques de leur genre, de leur bord, sur les libertés. Par exemple, il s'emploie à dire que c'est déclaratif.
tu C'est la déclares loi. et tu fais. Oui. Mais dans le même texte, on donne à l'autorité administrative de juger de l'opportunité. Pas en ce qui concerne les réunions. Non, monsieur, tout ça, c'est dedans. Non, non, J'ai lu je le suis texte. désolé, monsieur. Attendez, monsieur, voilà ce qui est dit. Au chapitre 2 Voilà ce qui qui se traite des passe. Voilà ce réunions, qui se passe. ce n'est pas le On cas. dit de vous écrire. En ce qui Écoute, voilà concerne ce les qui se réunions, passe. Voilà ce qui se passe. Oui, allez-y. On dit de vous Vous écrire allez réagir. pour marquer la réserve quant à votre déclaration. Et quand on vient à leur siège, on ne trouve personne. J'ai vu ça. Ou alors, celui qu'on trouve refuse de mais décharger vous la savez pas lettre. comment Vous faire pour comprenez? signifier les actes. Juste pour jouer le temps qu'ils c'est pas puissent possible, tenir leur c'est forfait. Hein? Alors là, on a vite fait d'interdire. Vous comprenez? On ne va pas laisser qu'ils allument le feu dont ils n'ont pas les moyens d'éteindre. Voilà. Je souhaite réagir sur cette question. En ce qui concerne la loi de 90-055 sur les réunions et manifestations publiques est subdivisée en plusieurs chapitres. Le chapitre 2 traite des réunions publiques et les réunions sont déclaratives. Et seul, dans le chapitre 2, seul le bureau de la réunion constitué des membres, des personnes qui organisent trois personnes qui organisent la réunion, plus un représentant de l'autorité administrative, seul ce bureau-là peut requérir l'autorité administrative pour interdire ou suspendre une réunion publique. Je ne parle pas de manifestation. Donc, une autorité administrative ne peut qui pas, suspend sans avoir été requis est hors la loi, sur cette loi-là. Maintenant, pour les manifestations publiques, j'en conviens avec vous que l'autorité administrative peut l'interdire, mais il y a des préalables posés par cette loi et par la jurisprudence également, parce qu'on a eu des cas où on est allé devant le juge administratif pour poser le problème lorsqu'il y a eu des interdictions ou des répressions. Et ces préalables, c'est quoi? L'autorité administrative doit vous notifier un acte administratif dûment, pas une décision, mais un acte, un arrêté qui peut être attaqué devant un juge administratif. Et lorsqu'il vous a notifié ça, il doit d'abord vous, peut-être, on dit qu'il doit proposer un autre itinéraire ici, et puis si votre objet n'est pas conforme, il interdit purement et simplement, mais avec un acte administratif, il vous le notifie. Mais, monsieur Yetchan, vous devez savoir comment faire pour notifier des actes. Ce n'est pas parce que, tantôt vous aviez dit par ailleurs que nous n'avions pas de siège. Maintenant vous dites que vous venez à nos sièges, vous ne trouvez personne, ou vous trouvez des gens avez le siège, qui ne veulent pas prendre. Siège, on y trouve des gens qui ne sont pas représentatifs. Mais attachez-vous dans des services, des officiers publics ministériels qui sont chargés de notifier des actes. Je ne vais pas venir vous apprendre comment les officiers travaillent ici. Nous savons comment faire. Voilà, donc vous notifiez ça et ceux qui sont des destinataires, s'ils veulent le contester, ils vont devant le juge administratif. Mais sans apporter les canons en haut, en plein 3e millénaire pour jeter sur des gens. On a également vu, la faute commune ne crée pas le droit. Nous voulons copier de bons exemples et non de mauvais exemples. Bon, vous voulez que nous vous laissions allumer le feu que vous ne pourrez pas éteindre. On va empêcher que vous allumez le feu. Vous n'êtes pas plus camerounais que nous. Non, mais il y a une dernière disposition qui nous a quelque peu intéressés à la lecture de quelques amendements qui ont été apportés ou de quelques correctifs qui ont été faits dans le projet de code pénal. Il s'agit de la mendicité qui est en train quand même de prendre des proportions inquiétantes dans notre pays. On retrouve désormais les mendiants dans les bureaux, dans la voie publique, parfois même dans les habitations. Et justement, dans l'article 245, le gouvernement propose de punir d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA, celui qui ayant les moyens de subsistance ou pouvant se les procurer par le travail sollicite la charité en quelque lieu que ce soit. Dans l'article 246 intitulé mendicité aggravée est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 6 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA le mendiant, même invalide ou démuni de ressources, qui sollicite la charité dans l'une des circonstances suivantes, en nuisant parfois d'injures ou de menaces ou de violences, en entrant sans permission au domicile d'un occupant, d'un enclos ou en simulant des plaies ou un handicap pour tromper la vigilance d'autrui en groupe, à moins que ce soit le mari et la femme, le père ou la mère et leurs enfants, l'aveugle et son conducteur. Voilà autant de dispositions. Mais était-il idoine
d'aller jusqu'à ce niveau? Était-ce nécessaire? Ça existe déjà dans le code qui est en vigueur, hein. Ce Bon, n'est pas cette fois-ci, ils nouveau. ont ajouté et aggravé. Voilà. Non, non, même aggravé, ça existe déjà, si vous regardez de près, dans le code pénal qui est en vigueur pour l'instant. Donc, je n'ai pas très bien encore regardé de près pour voir la spécificité de la réécriture, mais la mendicité et la mendicité aggravée sont déjà punies. Même comme vous voyez pulluler dans nos rues des mendiants et personne ne fait rien, mais ce texte existe déjà. Mais justement, la présence des mendiants dans nos rues, et c'est ce que je voulais aborder en quelques minutes, la présence des mendiants dans nos rues est en réalité le reflet ou la résultante de l'échec des politiques publiques. Bon, ben, moi je dis que il y a des problèmes dans ce pays. Parce que je me rappelle, avant que Betty Assomono quitte Douala pour le ministère de la Défense, il avait pris un acte. Ces gens avaient disparu de tous les carrefours. Et pour l'essentiel, ce n'est pas des Camerounais. Pour l'essentiel, c'est des non-nationaux. Je ne sais comment ils avaient fait pour ne les trouver plus. Ni au marché de fleurs, ni au carrefour soudanais, ni à Dalip, nulle part. Enfin, on ne sait pas où on les avait confinés. On parle d'un business bien organisé. Et quelques temps après, ils sont revenus. Et il se trouve que ce sont des gens qui sont à l'ombre. Ces gens travaillent pour eux. Ils prennent l'argent, ils leur donnent. On leur a dit que plus vous donnez de l'argent, ça vous garantit une vie meilleure dans l'au-delà. Tu comprends? Et à l'arrivée, c'est des gens qui cherchent l'argent, qui ne consomment pas. Ils donnent à des gourous qui alimentent des réseaux terroristes. Justement. Des réseaux terroristes. Parce qu'il faut faire le lien. C'est un fait, hein, c'est pour ce qui est des mendiants qui ne sont pas camerounais. Et il faut faire le lien avec les attentats qui sont passés dans l'extrême nord du Cameroun. Voilà. C'était des mendiants, des petits mendiants. Qui simulent. Qui étaient devenus des donc mules. Il est plus que jamais temps peut-être de revoir un certain nombre de choses et peut-être d'accentuer également la répression, au-delà de la répression, mais également de mieux gérer les politiques publiques. Hein. Oui, ça c'est sûr qu'il faut... Parce qu'au-delà de cela, il y a également les Camerounais. Bien sûr. Et il faut dire que cette incrimination aussi est tellement large, elle vise également des personnes, même valides, qui au quartier vous abordent en vous injuriant, en vous disant, tout à l'heure. Voilà, vous voyez, donc c'est une incrimination qui est un peu plus à un large spectre, et il faut donc que les uns et les autres sachent que désormais, quand ils vous voient au quartier, dit grand frère, il n'y a rien, et puis tu dis, et puis tu dis, mof, tu es même qui et tout, qui sache qu'il peut tomber sur le coup de la mendicité, et voire aggraver, s'il a ses mains et ses deux pieds pour travailler. Mais il y a des points sur lesquels toi et moi nous sommes d'accord. Nous sommes tous Camerounais. Heureusement que les uns et les autres sont revenus à de meilleurs sentiments pour ce qui est. Donc il est un fait, hein, le code pénal camerounais était désuet. Vous avez oublié la filouterie des loyers qui fait débat. Parce que ça donne, je vais dire, la philosophie du texte, en fait. Quand on dit filouterie des loyers et quand vous voyez l'incrimination, c'est parce que beaucoup de camarades de M. Yétuan, les hauts fonctionnaires, sont des bailleurs. Et ils veulent donc assurer leur vieux jour pour opprimer davantage les petits Camerounais qui ne pourront pas politique sociale tout à l'heure. Voilà, qui ne pourront pas payer le loyer parce qu'ils n'ont pas eu de travail, ils n'ont pas un bon salaire, ils n'ont pas il y a un tas de choses. De loyer, il y a également les employeurs mauvais payeurs, hein, voilà, qui ne payent pas tout du ça tout. Et ça va profiter. Qu'un employé va payer avec quoi? Et cette disposition ne va profiter qu'aux grands bailleurs. Parce que pour avoir accès à ça, il faut que vous puissiez enregistrer votre bail. Vous connaissez, vous et moi, au quartier, je ne sais pas si nos frères et amis qui sont bailleurs non, attendez, il ne faut pas faire de l'amalgame. Non. Il y a un seuil, quand c'est social, on ne vous demande rien. Vous comprenez? Disais l'incrimination. Non, il faut savoir que jusqu'à un montant, on considère que c'est de la débrouillardise. On ne regarde pas ça. Mais quand vous avez des immeubles, il faut bien que vous enregistriez et que vous payiez. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, mais au-delà de la filouterie du loyer, en même temps, certains avocats, vu que vous en parliez, ont en même temps souhaité qu'on frappe également qu'on touche quelque peu les employeurs qui ne payent pas leurs employés. Hein, parce que tu as beau te loger quand tu est incapable justement d'être payé là où tu travailles. Il est difficile en même temps de payer son loyer. Moi, je pense qu'il faut faire un lien entre
le non-paiement de salaire et la filouterie de loyer. Je travaille chez monsieur, monsieur Oui. hein, et il ne me paye pas. Au bout de 8 mois, j'ai des arriérés de loyer. Qui est responsable? Est-ce moi C'est une belle seul? question en même temps. C'est la raison pour laquelle il fallait consulter. Parce que dans l'application de ces textes qu'on prend comme ça, les gens s'assoient au ministère de la Justice, ils écrivent les textes, ils envoient à la présidence, on dépouille ça. Eux-mêmes ne se reconnaissent plus dans le texte qui est sorti. Le garde des Sceaux a dit qu'on m'a dit de défendre. Ce n'est pas lui qui a initié ça. En réalité, donc, il fallait consulter les magistrats, les officiers de police judiciaire qui sont chargés d'appliquer ça, pour qu'ils vous disent si c'est opérationnel. Les huissiers. Tout ce beau monde. Pourquoi vous dites si c'est opérationnel? Parce que là, quand vous avez... En tout cas, moi, je travaille 8 mois. On ne me paye pas. Et M. Yetcha a jeté un pavé dans la mare, justement, à ce moment-là. Si vous travaillez 8 mois, vous ne payez pas? La responsabilité pénale je suis sera chez compliquée à engager. Monsieur X. Oui. Je n'ai pas payé le loyer. Qui est fautif à ce moment? C'est moi? Il faut qu'on... C'est monsieur le patron qui ne me paye pas. Pourtant, il est établi que son entreprise tourne bien, il perçoit beaucoup d'argent, il ne verse pas mes droits à la CNPS. Donc en réalité, il y a un gros travail qui aurait fallu être... Je crois qu'il y aura des textes additifs pour corriger ça. Donc vivement qu'on interpelle une fois de plus les parlementaires qui sont en train de travailler à ce niveau justement pour apporter quelques amendements. Oui, mais là, il n'y aura pas de texte nouveau, ça sera nos émissions contribuent justement à éclairer davantage ces parlementaires-là pour qu'ils comprennent davantage. Non, on peut. Le test est en étude vous savez, au Parlement vous en même temps. Comment... Non, on est convaincu quand même que les parlementaires, à travers le plaidoyer que nous menons, la discipline du parti de M. Yetcha, vous voyez, c'est une chape de plomb. Les tests ne passent pas comme tel à l'Assemblée nationale. Je continue à croire que les parlementaires qui nous écoutent en ce moment sont doués quand même de raison et prendront les mesures qui s'imposent pour permettre à tous les Camerounais de bien se sentir justement avec l'application de ce ou avec l'adoption de ce code pénal. Avec votre permission, nous allons aborder un autre sujet qui est posé sur la table du débat. Il s'agit des naufragés de la Méditerranée. Je le soulignais encore tout à l'heure, 9500 hommes, femmes et enfants sont morts dans la Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe depuis 2014 à partir de la Libye. Pour la seule année 2016, ce chiffre atteindrait les 2500 personnes. Une situation favorisée ces derniers mois avec la fin de l'hiver, le retour d'une mer plus calme jusqu'au printemps 2015, le drame de Lampedusa d'octobre 2013, au cours duquel 366 migrants avaient trouvé la mort, demeurait la plus grande tragédie migratoire de la Méditerranée en ce début du XXIe siècle. Il faut souligner que le sujet que nous abordons à l'instant est tragique et les âmes sensibles doivent, si nécessaire, ne pas voir les images qui vont suivre. Avec l'appui de la réalisation, nous allons voir ensemble l'image de ce sauveteur allemand portant dans ses bras le cadavre d'un bébé. Ce père de 3 enfants a parlé sur anonymat Reuters en des termes très poignants. Je vous propose d'ailleurs de les relire pour vous. J'ai pris en avant le bras de ce bébé immédiatement, le petit corps vers moi pour le protéger comme s'il était encore vivant. Ses bras étaient étirés vers le haut. Avec ses petits doigts, le soleil éclairait ses yeux lumineux et chaleureux, mais sans vie. J'ai commencé à chanter une chanson pour me reconforter, essayer de donner le moindre sens à ce moment déchirant et incompréhensible. Il y a pourtant 6 heures, cet enfant vivait encore, ou cet enfant était vivant. Voilà, ce sont des images assez choquantes. Et il faut souligner que dans un communiqué qui accompagne justement cette image, l'ONG, l'organisation non gouvernementale Sea-Watch, qui a pris la décision de diffuser cette photo, a écrit: à l'aune de ces événements désastreux, il devient évident pour les organisations sur le terrain que les appels aux politiciens pour éviter de manœuvres ou de nouvelles morts en mer n'ont aucune conséquence. Si nous ne voulons plus voir de telles images, nous devons mettre fin à cette situation. Monsieur Tian, fallait-il ou pas diffuser cette image? L'image de ce nourrisson. Il fallait diffuser pour que ça choque
pour que les gens prennent la mesure du drame. Parce que quand on parle seulement sans voir l'image, on a l'impression que les gens fantasment, c'est ça là. Son récit est... J'étais au bord de larmes parce que il dit... C'est un récit... Oui, on le voit. Hein, il dit il avoir engagé une chanson pour se donner un peu de force parce que c'est incroyable. Les gens fuient la misère, ils vont où? Moi, j'ai eu la chance d'avoir rencontré son Excellence, Madame l'ambassadrice d'Italie au Cameroun. Madame Soupi. Voilà, Madame Soupi, il y a 2 semaines. Soupi, ouais. On s'est retrouvés à une cérémonie. Je l'ai abordé, on a parlé de quelque chose d'autre. Vous savez, il y a un Italien qui s'est marié d'une de mes filles de Daïdo à la régulière, à la mairie. Mais il s'est posé un problème. On lui a refusé le visa. Non, on n'a pas refusé le visa. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas refusé le visa. C'était un beau mariage, mais comme c'est une orpheline, ses sœurs et elle se sont accaparées de leur blanc et ne se sont pas ouverts aux autres. Ils ont oublié qu'après le mariage à États-Unis au Cameroun, il fallait faire la transcription dans les livres de consulat d'Italie. Et elle avait une grossesse de 2 mois. L'Italien lui dit, nous devons aller en Italie. On n'entre pas dans l'église chez nous avec la grossesse. On doit enlever cette grossesse pour en faire d'autres après. Ils sont allés à la polyclinique, de ceux qui restent de la polyclinique Sopon. On a enlevé cette grossesse. Tant l'avortement est réprimé par le code. On a enlevé cette grossesse. Nous, je suis sur les traces de ce dossier. Il y a maître... en tout cas, c'est pas l'objet de notre émission. Cette dame a dit des choses. L'Italie a fêté ses 70 ans de sortie du nazisme de Mussolini. Oui, c'était une cérémonie assez faste. Voilà. Donc, dans son propos, elle nous a fait savoir que le travail, l'endurance, la bonne gouvernance, ça permet de transformer un pays. Voilà l'Italie qui était dans une situation aussi difficile que la nôtre en ces années, il y a 70 ans. L'Italie n'a pas de pétrole, l'Italie n'a pas de minerais, l'Italie n'a rien. Rien que l'intelligence, la bonne formation, la détermination de relever leur pays. Et voilà l'Italie aujourd'hui. On a compris la leçon en même temps. Vous comprenez? On a compris la leçon. Donc il faut que... On a compris. Okay. On revient peut-être avant la fin de cette émission avec vous. Monsieur Diffen, vous avez également vu l'image de cet allemand avec son nouveau-né dans les bras. Et on a également vu d'autres images tragiques des personnes qui ont échoué sur des plages en allant à la recherche d'une vie meilleure. Un commentaire? Oui, moi je pense comme M. Ichan qu'il fallait effectivement qu'on montre ces images. Vous êtes certainement mieux placé dans la communication. Parfois, il faut choquer pour que les gens prennent la mesure. Parce que quand on dit ça, on a l'impression que c'est un discours de quelques gens, des salons et tout. Mais quand on voit la réalité, pour voir les conditions dans lesquelles nos jeunes frères, nos compatriotes, parce qu'il y a certainement des Camerounais parmi, arrivent ou bien prennent la route pour aller à cette aventure-là, nous sommes effectivement très choqués et écœurés. Et ça nous permet d'interpeller une fois encore les dirigeants africains pour leur dire de prendre leurs responsabilités aussi au-delà de la communauté internationale parce que ça devient un problème international. Et il faut donc que tous les parties prenantes, notamment au niveau des Nations Unies, je pense le cadre pour l'instant le plus globalisant, puissent prendre des mesures concrètes, pas des résolutions, je veux des mesures concrètes de terrain, sur tous les aspects, sur le plan humanitaire, pour parler au plus pressé, mais de façon plus structurelle en ce qui concerne la gouvernance dans les pays d'Afrique. Parce que qu'est-ce que les gens fuient? Pourquoi les gens partent? C'est parce qu'ils vont chercher mieux ailleurs. Or, nous avons les moyens, comme il a décrit tout à l'heure, en termes de ressources variées, diverses et variées, d'offrir le meilleur des mondes à nos compatriotes ici, là, et ils n'iront pas mourir dans la Méditerranée. Donc, c'est ces mesures-là, à notre niveau, d'abord en tant qu'Africains, Camerounais en particulier, appuyés effectivement par nos amis de la communauté internationale, de façon structurelle, on parviendra à relever nos pays pour intégrer
pour intégrer les aspirations des jeunes qui meurent là dans la Méditerranée, dans, Oui, en même dans temps, le système de oui, gouvernance. oui. Et maintenant, pour de façon plus ponctuelle, parer au plus pressé en montant des missions rapides de sauvetage et humanitaire pour permettre de limiter la casse. Mhm. Donc, au-delà de ce qui a été fait jusqu'ici, c'est vrai quand même qu'il y a un gros problème d'échec des politiques publiques. À ce niveau, on en parlera peut-être dans les 5 dernières minutes. Mais pensez-vous pas un seul instant que également nos frères, nos amis qui vivent également de outre-mer hein, sont quelque peu responsables de cette situation, eux qui tentent toujours de vanter un Eldorado incertain à ceux qui vivent parfois dans leur pays d'origine. Quand ils reviennent avec parfois des artifices qui laissent croire que là-bas on vit mieux alors qu'en fait, ils vivent parfois 8 dans une seule pièce. Est-ce que cela ne participe-t-il pas, d'une manière ou d'une autre, à pousser davantage d'autres compatriotes camerounais, d'autres Africains à prendre justement ce chemin, parfois incertain, difficile, à la recherche d'un Eldorado meilleur? Si les centaines de milliards que nos fonctionnaires volent là étaient injectés dans le développement des grandes surfaces, des plantations, des élevages et tout ça. On emploierait ces gens, on leur créerait leur mini-marché là-bas. Ils vivraient tranquillement. Ça augmenterait la production. Ça permettrait de vendre notre production agricole à d'autres pays. Vous comprenez? Ça mettrait des gens à l'aise. Mais que se passe-t-il? Tout l'argent commun, ils volent. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance, vous savez, l'Éthiopie était dans une situation terrible il y a une trentaine d'années. Vous vous rappelez, les grands artistes africains du monde chantaient pour trouver de l'argent, de quoi acheter le blé, le maïs envoyé en Éthiopie. Aujourd'hui, l'Éthiopie est une puissance agricole. Ils viennent d'ailleurs d'inaugurer leur premier métro. Hein. Et voilà, l'Éthiopie. Alors, voilà un pays où les gens ont travaillé. M. Mengistu a mené une politique très dure. C'est là Menawi, père son âme, qui est mort l'année d'avant, hein, a continué. Ça a permis de construire un pays avec des gens intègres, qui ont peur de la chose publique, la chose d'autrui, on ne vole Mais c'est pas. également, au-delà de la question que j'ai posée tout à l'heure, vous n'avez pas semblé répondre à celle-là, mais c'est également un échec des politiques publiques. Hein, le gouvernement, Mais bien, RDPC, que vous mais semblez bien d'ailleurs sûr, bien défendre sûr. avec Mais beaucoup moi, je d'intérêt, ne dis avec, pas, je ne dis pas que le avec RDPC. hargne, Non, peut non. être quelque part responsable de la situation, Oui, qui vole, qui est en prison. nous sommes responsables. Oui. Nous sommes responsables parce que nos camarades là ont trompé tout le monde. Quand ils viennent lors des campagnes, ils nous donnent l'impression des scènes. Oh, c'est des prédateurs. Vraiment, celui-là, comme baladait sur les brancards, très malade, ça ne va pas, il va, il fuit comme un voleur. Et le voilà, j'ai même appris qu'il est tombé des escaliers de son appartement. Vous voulez parler Bon, de Lazare Simi, en fait de Simi Meignet, parce que le prénom continue à poser problème. Non, oui, c'est Simi Meignet, Emmanuel. Hein? Emmanuel Lazare, Voilà les choses de ce pays. Bon, mais On nomme Simi Meignet Lazare. La mafia. C'est un militant du RDPC. Oui, oui, le problème, il y a la mafia dans notre parti. C'est pour cela que nous on parle fort pour qu'on les dégage. D'accord. On les dégage de la scène. Oui. Voilà. Le RDPC, à ce niveau, bon, laissons peut-être le RDPC à côté. Les politiques gouvernementales en matière de société ont quelque peu failli. Bien sûr, c'est un truisme que de le dire. Ça crève les yeux. Et le tableau qui est peint par M. Yitua est suffisant. Nous n'avons pas besoin d'en rajouter. Et c'est la raison pour laquelle les Camerounais doivent massivement se lever pour balayer ce régime, pour qu'on reparte à zéro et qu'effectivement on mette en place un système de gouvernance qui intègre de façon complète et définitive les intérêts des Camerounais dans la façon de gérer le pays. Donc c'est ce à quoi nous appelons les Camerounais. Et ce n'est pas un problème que nous avons particulièrement. Nous constatons seulement que depuis plus de 30 ans, M. Biya peine ou a échoué à nous donner le Cameroun dont nous rêvons. Biya n'a pas échoué. Mais ça fait 34 ans et vous avez posé le bilan tout à l'heure. Je ne sais pas qui nomme ceux qui volent. Je ne sais pas. Moi, c'est M. Biya. Le responsable, c'est lui qui a le suffrage.
si jamais on considère que les élections sont libres et transparentes, vous savez quelque chose, Je n'ai rien à dire à ce niveau. qui a le suffrage des Camerounais, et c'est lui qui doit nous rendre compte. Nous ne connaissons pas les ministres qui n'ont jamais sollicité un suffrage, et c'est bien curieux qu'on gouverne avec des personnes qui n'ont jamais reçu de délégation de pouvoir de la part même d'un village. Ils n'ont jamais été élus quelque chose, même pas dans leur quartier, mais ils ont des responsabilités, et c'est pour ça qu'ils prennent des libertés avec la chose publique, parce qu'ils n'ont de compte à rendre à personne, sauf à leur patron qui les a nommés, et qui ne punit pas. Parce qu'il peut prendre 10 ans pour boucler un dossier. Entre-temps, vous avez payé une société d'État. Et puis le jour qu'on vous boucle, il n'y a plus rien. Donc, lui a sa responsabilité au premier chef, la responsabilité politique. Et les Camerounais doivent engager sa responsabilité politique devant l'histoire pour qu'enfin, nous puissions nous épanouir parce que nous avons les ressources pour. Monsieur Etienne, vous n'êtes pas d'accord avec monsieur? Non, non, c'est trop simpliste ce que dit monsieur Jiffen. Vous pensez qu'il a tort? Il a tort Pourquoi totalement. Il ne connaît pas les problèmes de ce pays. Il est très jeune, il est très jeune. Qu'est-ce qu'il a dit qui n'est pas fondé, non, voilà ce qu'il dit. Il croit que c'est un fleuve tranquille où on peut pêcher le poisson, le griller à côté, manger. Non, c'est très compliqué. Lorsque Paul Biya arrive au pouvoir, c'était un montage terrible. Un montage terrible. Paul Biya, on lui donne le pouvoir pour le reprendre. Ça dure 34 ans. Oui, mais ça dure, c'est ce que tu... ça peut durer une éternité. Non, non, non. Je peux vous dire avec autorité que Biya contrôle ce pays à peine 12 ans. Mais c'est beaucoup. Mais c'est 12 ans, le mandat aux États-Unis, c'est 4 ans renouvelable une fois. Et vous voyez, c'est qu'on peut en faire. Non, les comparaisons qui n'ont pas de sens. Au Sénégal, c'est 5 ans renouvelable une fois. Non, vous savez que... Et vous voyez, c'est qu'on peut en faire. Monsieur Dufresne, laissez-moi parler. Monsieur Etienne finir, je vous en prie. On n'a pas besoin d'une éternité. Ce pays était parti pour éclater comme les autres. Et ça ferait l'affaire des Occidentaux qui pilleraient toutes nos ressources. Nous avons la chance que, pour l'essentiel, nos ressources sont en place. Et j'ai appris avec plaisir l'autre jour qu'on commence à donner des cours pratiques d'exploitation minière à nos étudiants pour qu'on ait une main-d'œuvre qualifiée. Oui. On a cette chance. Paul Biya s'est interposé. Il a empêché que ce pays éclate. Je pense. Mais tu penses que tu es libre de penser comme tu veux. Tu es certainement très jeune. Ne reprenez pas M. Dufresne. Si tu savais... Bon, je disais donc que Paul Biya a tout fait pour laisser le Cameroun dans les mains des Camerounais. Ceux qui ont volé sont des Camerounais. J'ai proposé qu'on démonétise le franc CFA camerounais et qu'on crée une nouvelle coupure. Ceux qui viendront changer l'argent devront dire la provenance. Si vous ne dites pas la provenance, ça tombe dans le cassette trésor public. Vous comprenez? On les vide de tout cet argent. Commencez par appliquer l'article 66 de la Constitution. Ça c'est dépassé sur ça. Mais en même temps, c'est important. Non, attendez, il faut le dire. Est-ce que le Cameroun n'a pas suffisamment de moyens il n'y a pas de volonté politique. Financiers même pour créer sa propre monnaie? Par contre, l'application de l'article 66... Il n'y a pas de volonté politique pour lutter contre la corruption et le détournement des fonds. Pourquoi est-ce que le président Biya ne suit pas les décrets irrelatifs avait été appliqué il y a 20 ans, vous comprenez, on aurait arrêté la saignée. Maintenant, cet article 66 n'aurait aucun effet. Mais commencez par appliquer la Constitution, M. Ce qui a lieu de faire maintenant, c'est de démonétiser le franc. Vous avez entendu l'autre jour, on a trouvé chez quelqu'un plus de 500 millions. Un de vos camarades. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Quand on le nommait, on ne savait pas qu'il est un prédateur de cette nature-là. Encore qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Donc, c'est vous, les journaux, qui avez dit... Oui, mais je dis donc que... Donc, pour vous, M. Biya fait du bon boulot à la tête. Du très bon boulot. Tout le monde est mauvais sauf lui. Sauf Biya, je vous ai dit... On a coutume de dire en Afrique que le poisson pourrit par la tête. C'est vrai, mais dans ce cas de figure, il n'y a pas de règle sans exception. Dans ce cas de figure, si Biya ne s'était pas connaissant les dessous de tout le monde, vous comprenez? Vous vous rappelez sur votre plateau, si j'avais dit que si on ne fait pas attention, ils vont exécuter Biya dans le palais. 3 mois après, on a volé sa mallette. On voulait quoi?
on voulait voir ces derniers. Monsieur, vous comprenez? D'accord, c'est compris. Donc, moi, je dis, en 34 ans, compris. M. Biya a utilisé Non, 33 gouvernements, Monsieur Etienne, plus de 300 personnalités. C'est ça. Et si on n'a pas de solution, ça veut dire que c'est le chef la qui solution choisit est mal. déjà là. Vous allez voir. Laquelle? La solution, c'est que dans quelques En semaines, 2035, on sera émergent. pas 2035. Non, allez-y, monsieur. On va Reformer le gouvernement, remanier, on va reformer et remanier la Constitution. On va créer le poste de Dauphinat. Hein? En fait, le vice-président. C'est bien de dévoiler vos intentions. Oui, moi je le sais, c'est que moi je pense. Ouais. Il n'engage que moi, je ne parle pas au nom du RDPC. D'accord, c'est je mieux. suis militant de base bête du RDPC, mais j'aime ce que le parti voudrait. Je pousse ce que moi-même je fais les appels à candidature. Je dis donc qu'il va y avoir cela et ça va changer quoi dans la vie des Camerounais? Ça changera ce que... Ça va changer quoi dans la vie de ceux qui meurent dans la Méditerranée? Le vice-président changera quoi? Pourra donner du travail aux Camerounais en cas de vacances prolongées. La vacance est réglée. La vacance est réglée pour l'instant. Pourquoi voulez-vous changer la constitution? La vacance est réglée. Le président du Sénat remplace le président et réorganise les élections. Nous voulons de l'eau, nous voulons l'électricité, nous voulons le travail, M. Yechan. Et ce n'est pas un vice-président qui va nous donner ce travail et cette eau et les logements sociaux. Monsieur Ndifen, vous permettez, moi je vais arrêter l'émission parce que le temps est parti à cette émission arrive à son terme. Comment faire? C'était là ma question pour éviter justement de pareils drames, pour ne plus voir les images que nous avons vues tout à l'heure, ne serait-ce que pour le Cameroun. Il faut permettre aux jeunes Camerounais de pouvoir se réaliser dans leur pays, aux jeunes Camerounais. Ils ne sont pas le fer de lance, ce n'est pas pour le futur, c'est maintenant. Il y a eu beaucoup de générations sacrifiées dans ce pays et c'est ça qui nous conduit à ces résultats. Nous devons permettre aux jeunes Camerounais, maintenant, ici et maintenant, de pouvoir se loger, de pouvoir se vêtir, d'avoir une famille, de pouvoir étudier, se former normalement et travailler et vivre au Cameroun. Et ça, c'est possible en changeant le système de gouvernance. C'est compris. Monsieur Etienne, un mot? Bon, ben, moi, je pense qu'il faut que la bonne gouvernance se mette en place. Avec Biya, toujours à la tête? Oui, ça va se faire. Ça va se faire. Les choses vont changer si peu. Et que désormais, on n'abandonne plus des postes de souveraineté à des gens. Quelqu'un reste à un poste 20 ans. Quand il a fini de... Adressez-vous à votre président national. Oui, moi je sais. Je dis que nous sommes en train de travailler pour que ceux-là qui sont arrivés au RDPC pour se faire de l'argent, qu'ils sachent que l'argent là va revenir dans les caisses du trésor public. D'accord. Pourquoi vous décriez 20 ans de longévité et pas 34 ans? Merci, M. Ndifen. Merci pour votre disponibilité. On vous a suffisamment écouté. Merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie de nous avoir associés à votre discussion cet après-midi. Monsieur Etienne, le morceau n'a pas été facile. Oh, pas du tout. Vous avez trouvé quelqu'un qui est venu pour dire que nous, on ne fait rien, mais c'est parce qu'on fait beaucoup qu'il est tranquille. Vous voyez comment il est plein comme un oursin, il vit bien. Et nous employons à ce que ça soit pour tout le monde et qu'il n'y ait plus de Camerounais dans ceux qui meurent dans la Méditerranée. C'est compris, on espère justement, au-delà de cette note d'humour, d'espoir, ou d'espoir, pour épouser les termes de M. Etienne, que ceux qui nous gouvernent prendront la dimension de ce qu'on a vu tout à l'heure pour que de pareils drames ne surviennent plus, ne serait-ce que pour le cas du Cameroun. On sait que beaucoup passent par la Libye. Si Kadhafi avait été là, peut-être que les choses ne seraient pas à ce rythme, parce qu'en 2013, on ne parlait pas de drame. Le drame de Lampedusa ne dépassait pas 366 personnes. Aujourd'hui, on a 2500 personnes décédées en moins de 6 mois. C'est énorme. Il faut faire quelque chose. On espère justement que cette deuxième partie n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Madame, Monsieur, merci une fois de plus d'avoir été des nôtres pour cette édition. Retrouvons-nous très prochainement sur ces mêmes antennes. Au revoir.